cette session. Donc, on va parler d'un sujet qui, je pense, intéresse chacun d'entre vous, si vous êtes venu ici. C'est de parler d'agile, mais dans un contexte qui est plus industriel, et industriel tech, qu'on l'appelle aujourd'hui pour Schneider. On n'est pas très nombreux, donc on va favoriser l'interaction si vous voulez bien aussi. N'hésitez pas, voilà, il y a peut-être des petits moments où on pourra vous donner un peu la parole si vous voulez bien. Donc n'hésitez pas, on est entre nous, il n'y a pas de mauvaises questions, il y aura des bonnes réponses, il faut le savoir, donc ça c'est essentiel, hein, c'est ce qu'on avait dit comme règle de fonctionnement ici. Si tu veux bien passer pour qu'on se présente vite fait sur qui nous sommes, après avoir remercié tous nos partenaires pour cet événement extraordinaire, qui tous les ans rencontre un succès énorme. Donc je suis donc Paul-Henri Fallour, je suis chez Schneider Electric en charge j'ai deux casquettes, qui est la transformation agile pour une des deux business units de Schneider, qui représente 6 milliards de chiffre d'affaires globalement, l'autre représentant un peu plus, on est un peu plus petit que l'autre, et puis également sur la transformation liée à la sustainability, plus particulièrement la partie éco-design, tout ce qui est lié aux offres de notre structure, donc l'accompagnement notamment dans les objectifs net zéro que vous connaissez tous. D'accord ? Donc j'ai plutôt une casquette transformation, et je suis accompagné d'Olivier, qui lui a une casquette qui est un peu plus agile que moi. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Olivier Toffin, je suis dans l'équipe de Paul-Henri et j'accompagne les équipes dans leur transformation agile, notamment de line of business, de la partie industrielle de Schneider Electric. Il y a le management de l'énergie et les automatismes industriels. Donc nous, on est dans les automatismes industriels, mais on va vous parler de Schneider Electric en général. Oui, alors un élément comme toujours, on en a parlé déjà dans plusieurs sessions avant, je pense, les éléments de contexte sont hyper importants, quelle que soit la transformation que l'on fait. Donc, si on ne comprend pas bien le contexte, on a du mal à se projeter. Et au contraire, si le contexte est relativement similaire à ce que l'on peut vivre, ça permet aussi de se projeter pour se dire, tiens, pourquoi pas, chez nous aussi, on peut essayer ça, ça et ça. Donc on est très humble dans notre approche, on va vraiment partager quelques pratiques, des leçons apprises dans le cadre de notre propre transformation, et puis expliquer en quoi ça sert notre stratégie. Donc si on regarde sur l'entreprise, ah oui, avant tu m'as mis cette photo, c'est vrai que j'ai oublié. Donc, oui, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est important, il faut commencer avec une énergie positive. Donc on commence avec une énergie positive. Savez-vous qu'est-ce qui est commun entre ces deux photos? Allez. Le pont Alexandre III, c'était marqué en haut, c'est facile, bien joué. Non, il en fait au moins un, donc ça va, c'est bien. Et pourquoi le pont Alexandre III? Alors là, c'est plus compliqué. Si vous le trouvez, là, j'avoue que je vous recrute. Non, c'est le fait que ce pont-là, la structure du pont a été construite par Schneider Electric en 1900, lors de l'exposition universelle. D'accord? Et ouais. Donc on pense, Schneider Electric, qu'est-ce que vous faites? Mais l'entreprise existe depuis 1836, on va un petit peu vieux. Et donc il y a eu un parcours, et notamment à une grande époque sur la métallurgie, notamment à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, et dans lequel on assistait notamment avec nos ingénieurs à travailler sur des structures complètement innovantes, incroyables, et qui perdurent, et qui ont une autre utilité, un autre usage, on va dire ça comme ça, et qui fait partie d'un paysage qui nous est très maintenant positif par rapport à ça. J'y reviendrai plus tard, hein, gardez ça en tête, hein, parce que ce sera pour conclure après d'ailleurs, donc il y aura une question à la fin. Allons-y sur la partie présentation, et notamment rapidement sur Schneider. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse parfaitement Schneider Electric. Voilà, donc en quelques mots, je vais parler un petit peu de ce que l'on fait et qui on est. Déjà, en termes d'entreprise, on fait partie des entreprises des leaders au niveau du CAC 40, ça vous le savez peut-être sûrement, surtout si vous avez des actions Schneider et que maintenant vous êtes très riche. Mais au-delà de ça, il y a plus de 140 000, 150 000 personnes, on va dire globalement dans l'entreprise, présentes dans plus de 100 pays. Pour avoir vécu dans d'autres entreprises avant, c'est une vraie entreprise internationale. Ce n'est pas une française qui est à l'international, c'est une entreprise internationale par ADN, on va dire globalement, construite comme ça par les acquisitions, par les rapprochements, depuis très longtemps, y compris par exemple, on parle de la Chine beaucoup actuellement. Depuis 1990, on est vraiment déjà en Chine et présent en Chine, voire un des leaders en Chine aussi. Et puis, c'est une entreprise qui a su, alors, en termes d'organisation, évoluer autour de 3 grands hubs, 4 grands hubs maintenant, la partie Amérique, la partie Europe, la partie Asie.
globalement, avec aujourd'hui côté Chine et côté Inde, qui est aussi un nouveau 36 milliards de chiffre d'affaires, voilà, avec une culture qui est très, très balancée, comme on dit, enfin très, très dispersée, organisée au travers des différentes géographies, y compris en termes d'employés qu'en termes de chiffre d'affaires et d'activité. Ce qui nous donne une couverture globale et qui nous a beaucoup servi pendant la période de la pandémie, par exemple. Parce que lorsque ça n'allait pas très bien en Asie, ben, c'était plutôt l'Europe qui allait mieux. Quand ça n'allait pas très bien en Europe, c'était plutôt les US. Et puis après, voilà. Donc là, aujourd'hui, on a quand même une résilience, on va dire, globalement au marché qui est assez intéressante et qui est appréciée. Et un des grands éléments importants, c'est qu'on a basculé depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, je dirais, dans le monde du digital, de façon très forte, pour devenir une des premières, ce qu'on appelle tech industry, aujourd'hui, où environ, je dirais presque la moitié de notre chiffre d'affaires est fait sur du software. Alors ça, les gens ne savent pas, mais c'est du software. L'autre partie est en fait sur du produit et des systèmes, mais une grande majorité, de l'évolution, c'est sur les services et les softwares. D'accord ? Et c'est un impact sur ce qu'on va dire après, sur la partie agile, bien évidemment. Vous imaginez bien le lien. Donc là, on a évidemment une mission. C'est toujours important d'avoir une entreprise à mission, donc d'impact, qui est notre mot-clé, comme beaucoup d'entreprises, je le reconnais, mais qui est en tous les cas un acronyme, un mot qui permet de bien se sensibiliser sur quoi on va avoir un impact, et notamment tout ce qui est développement durable. On a été reconnu par le Time Magazine, moi je crois au mois de juin, comme la première entreprise mondiale sur le développement durable. On est très fiers de cette reconnaissance. Et c'est vrai qu'on fait partie des entreprises qui sont regardées sur le développement durable de par notre activité, parce que notre activité étant, je dirais, la gestion ou l'efficacité énergétique, globalement, aussi bien au niveau de tout ce qui est lié au bâtiment, ça on le voit un petit peu, bon, je ne vais pas regarder en arrivant, mais si ils sont équipés Schneider ou pas, mais aussi tout ce qui est lié aujourd'hui au data center, énormément, ils sont évidemment très énergivores par rapport à ça, donc là on fait partie des leaders aussi sur tout ce qui est la façon de fournir, de fournir et de transformer l'électricité et de la gérer de façon optimale, et on va voir aussi de façon durable. Donc l'idée, c'est de créer un impact à la fois, et surtout pour nos clients, aider nos clients à aller dans ce chemin du développement durable de façon efficace et de la façon la plus optimale, on va dire, en termes de solutions. Juste un petit graphique, je ne vais pas le détailler, mais c'est pour vous montrer un peu la couverture de ce que l'on fait au travers de tout ce qui est lié à l'industrie de l'emballage, que ce soit dans le luxe, dans l'alimentaire, peu importe, qui est une entreprise dans laquelle on va avoir à la fois un apport en termes de conseils, donc très en amont en fin de compte, tout ce qui est conseil, sur la façon de mettre en place une usine une nouvelle usine, ou optimiser les usines actuellement, par exemple. Donc, quels sont les éléments à mettre en place? Quels sont évidemment tous les outils, les outils qui sont à mettre en place pour tout ce qui est lié à la transformation d'énergie, à l'utilisation de l'énergie, à tous les process alimentés, en optimisant les process, mais aussi avec tout un parc de logiciels qui permettent de gérer, d'optimiser l'ensemble de ces produits, d'anticiper, d'optimiser là encore, et y compris, je dirais, tout ce qui est lié autour des services nécessaires dans le cadre de la gestion de ces usines-là. Donc on va être le partenaire privilégié pour la mise en place de grandes opérations comme celle-ci, à tous les niveaux, y compris les bornes électriques pour les voitures électriques maintenant que vous connaissez. Alors, qu'est-ce qui nous conduit, ou qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous engage? C'est différents drivers. Ah oui, les slides sont en anglais, je ne l'avais pas dit, j'espère que ça pose... Moi, je l'avais... Vous avez laissé en anglais, hein, tant pis. Mais globalement, ce qui nous conduit dans notre transformation, il y a plusieurs éléments. Il y a le côté Software Defined Product. En un mot, ça veut dire que tous les produits, tout ce que l'on fait est connecté ou est collectable. C'est-à-dire qu'on récupère toutes les données depuis, il y en a plus de maintenant 1,5 milliard ou 2 milliards de produits connectés qui existent, et sur lesquels on peut récupérer l'ensemble des données au plus bas niveau. Donc là, il y a le couple hardware, firmware et natif, quelque part, et le software, évidemment, vient se plugger sur tous ces systèmes. Donc l'idée, c'est d'avoir, imaginons, et ça existe déjà pour un certain nombre de sujets, la gestion de votre bâtiment, par exemple, ici, vous êtes dans une salle de contrôle, vous pouvez gérer votre bâtiment à distance, plusieurs bâtiments dans le monde entier, hein, si vous avez plusieurs usines, par exemple, ou des bureaux.
optimiser la gestion de cette énergie avec le sourcing de l'énergie, de la façon dont il se fait, la façon dont on peut optimiser les process, arrêter les process, gérer de façon intelligente les bâtiments. Tous ces éléments-là, on a des solutions qui permettent, parce que le produit sont connectés. Le multi-hub, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est la capacité à pouvoir être partout, de pouvoir adresser partout avec le même type de solution, donc avec le même niveau de qualité, le même niveau de service. Sustainability par nature ou par identité. Là aussi, ce que l'on fait a un objectif clair et c'est notre ligne de conduite, c'est en quoi cela permet de contribuer à développer un monde plus durable. Et puis d'un point de vue plus agile, pur, je dirais il y a 3 drivers qui sont là. C'est une nécessité de refocaliser ce que l'on fait en étant plus customer-centric. Comme toute grosse boîte industrielle, on est rempli d'ingénieurs. 99,9%. Et l'idée d'un culture ingénieur, il y a peut-être des ingénieurs dans la salle, peut-être que des ingénieurs d'ailleurs, je ne sais pas. Il y a une histoire du travail bien fait, de l'excellence de l'ingénieur, qui fait que derrière, on perd des fois un peu en ligne de mire le besoin du client. Donc quelque part, on a peut-être besoin de renverser un peu la pyramide pour remettre le client un peu au centre de ce que l'on fait en termes de développement, et non pas uniquement l'état de l'art. Et chez Schneider, on a eu tendance, et de temps en temps encore un petit peu, à vouloir faire des produits d'excellence, mais qui ne se vendent pas forcément, parce qu'ils ne rencontrent pas forcément le client au bon moment, malheureusement. Et plus tard, après, je vais citer un exemple que vous connaissez, Wiser, qui est tout ce qui est gestion de domotique, par exemple dans les maisons, qui a un système qui est incroyable d'un point de vue technologique, qui est plus avancé que du Next ou d'autres systèmes, mais de par son approche, a été une approche plus technique qu'une approche client. D'accord ? Donc l'approche client a renforcé. Innovation, nécessairement, parce qu'aujourd'hui, la compétition, elle est rude. Et comme on est une tech-industrie, eh bien, vous voyez bien où j'en venir, les techs, ils mettent les dents. Donc, on a des concurrents qui s'appellent Google et Amazon maintenant. C'est bizarre, quand même. Hein, voilà, donc on commence à avoir des concurrents qui n'étaient pas concurrents classiques comme Siemens, ABB, Rockwell, ainsi de suite. Donc, on est beaucoup challengé pour aller très vite sur le marché avec des nouveaux produits, avec des nouvelles solutions. Et People, enfin, parce que la People, évidemment, sans la partie People, toute transformation ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'on reconsidère l'environnement du travail d'aujourd'hui, qui est en train d'être en bouleversement majeur. Je viens de lire le rapport de Deloitte là, qui est intéressant sur la partie de l'évolution, tout ce qui est la partie workforce et l'évolution de la partie RH en particulier. Et quand on voit l'ensemble des éléments qui arrivent, entre évidemment l'IA, qui est toujours en haut, mais aussi le monde du travail, la relation au monde du travail tel qu'il les plus jeunes, en tous les cas, le vivent, le considèrent, ça, c'est un gros bouleversement. Donc on parle beaucoup dans l'agile d'empowerment, d'autonomie, voilà, c'est un peu là-dedans, mais au-delà de ça, c'est une nécessité pour pouvoir capter et garder les talents. Ah oui, il y a aussi le Bani. Là. Vous connaissez Bani ou pas? Ça vous dit quelque chose? Tout le monde connaît Bani? Non. VUCA, ça vous dit quelque chose, VUCA? Ouais, alors, VUCA. Alors, certains, VUCA, c'était créé, je pense, dans les années 1980 par l'armée américaine et après repris au niveau des entreprises, plutôt il y a une vingtaine d'années, je dirais à peu près, qui était ce monde volatile, ambigu, complexe, incertain, VUCA, oui c'est ça, incertain. Donc c'était un acronyme qui permettait de montrer en quoi l'entreprise était dans un environnement qui était difficile, dans lequel l'entreprise devait s'adapter. En gros, c'est ce que ça veut dire. Bani, alors certains poussent ce nouvel acronyme, même si en français ça fait un peu bizarre, ce nouvel acronyme qui est la partie brittle. Brittle, c'est la partie précaire, fragile, en anglais. Anxious, non linéaire et incompréhensible, qui illustre plus le fait qu'il y a un certain nombre de moteurs de changement qui sont plus internes, globalement, et dans lequel qui vont pousser à l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est plus important, ce n'est pas l'adaptation, c'est l'innovation. Donc comment est-ce que la partie innovation vient au service de l'entreprise pour rester vivante, en gros. Dans un contexte, quand on parle d'anxieux, vous voyez un petit peu, tous les jours on se réveille, on lit, il ne faut pas trop faire ça, mais c'est feed, et puis on voit, oh là là, encore ça. Donc c'est très anxieux. Brittle, on a vu l'histoire du Covid qui a montré que dans une approche très lean des entreprises, la supply chain a eu quelques mal, enfin, je ne sais pas pour ceux qui sont en entreprise, mais la supply chain a été mise à dure épreuve. Il n'y avait plus de stock, il n'y avait plus rien. Voilà, donc voilà, faut penser à cet environnement-là. Non linéaire, c'est le fait que tout se met pour adéquation. C'est un peu chaotique, ces éléments-là. Et incompréhensible parce que, écoutez, dites-moi ce qui se passera dans 2 semaines, dans 1 semaine, demain. On est dans un contexte qui est quand même très difficile à lire
Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de données, de data, d'informations qu'on a du mal à compiler, qu'on a mal à digérer. Donc, heureusement, l'IA est là pour nous sauver. Voilà, donc je pense que cette première partie, juste pour donner le contexte du why, c'est toujours important de comprendre pourquoi. Et pourquoi une boîte comme Schneider, on a dit il faut plus d'agilité. Je ne dis pas de l'agile, c'est plus de l'agilité dans tout ce que l'on fait, volontairement, et ça c'est vraiment un message très clair, avec des approches qui étaient différentes, complémentaires entre plusieurs entités, notamment les deux grosses entités, pour voir un petit peu la façon dont on pouvait intégrer plus d'agilité dans ce que l'on faisait pour répondre à ces enjeux. Pour la R&D, on va avoir un focus sur la R&D maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le cadre du hardware? Donc Olivier. Alors la R&D, bien évidemment quand on parle R&D ou engineering, on pense software. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup de... En fait, mon câble, il va jusque là, je suis bien là. Okay. Il y a beaucoup d'experts dans le software et on va plutôt vous parler du hardware, qui est quelque chose qui est un peu moins, on va dire, classique et abordé dans l'agilité. Un peu moins évident. Donc je vais surtout vous parler de ça. Pourquoi on a fait l'agilité en R&D? Voilà, ici. Toc. Okay. En fait, je vais passer assez rapidement parce qu'on a été un petit peu prolixe. Beaucoup de difficultés que sans doute vous connaissez, auxquelles vous avez fait face. La compétition pour les ressources, par exemple, avec le fait qu'on a beaucoup de projets en même temps qui génèrent des tensions, le portfolio management n'est pas forcément efficace. Donc on va avoir ces tensions, des silos entre les équipes, un manque de moyens et d'outils collaboratifs, des produits, comme l'a expliqué Paul-Henri, qui n'atteignent pas forcément leur cible. Donc ça veut dire qu'on n'a pas été assez proche du client, on n'a pas développé les modes itératifs. Toutes ces difficultés, en fait, on y fait face depuis longtemps. Alors, il y a une quinzaine d'années, dans le software, on a introduit l'agilité et on progresse. Dans le hardware, c'est beaucoup plus récent. Mais il y a une très forte dynamique depuis à peu près 3-4 ans qu'on a mis en place. Et voilà ce que je vais partager avec vous. Parce que, une fois qu'on a eu constaté tout ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, par où on prend les choses? Alors, il y avait eu des solutions liées à l'implantation de frameworks agiles. Vous les connaissez tous, Scrum, Spotify, Safe, etc., Unfix. En tout cas, ça c'était un moyen. Les outils également, changer les organisations, on a fait ça aussi. Mais on s'est dit, finalement, il faut qu'on travaille à tous les niveaux. Il faut qu'on travaille au niveau de la culture, il faut qu'on travaille au niveau de nos modèles. Et donc, on a abouti à plusieurs choses. Donc, ce sur quoi je vais focaliser maintenant, c'est ce modèle finalement qu'on a créé, qui est un modèle à façon, Schneider Electric. On a essayé finalement, en conservant notre contexte, notre spécificité, software, hardware, solutions, systèmes complexes, services, de trouver qu'est-ce qui pouvait finalement faire fonctionner toutes les équipes ensemble. Traditionnellement, on avait un modèle de développement qui était basé sur du waterfall, auquel on a ajouté avec le temps une spécificité agile. Là, on a fait l'inverse. On a mis l'agilité au cœur de notre moteur, on va dire, de notre moteur de développement, l'innovation, le développement, l'évolution de nos offres. L'agilité est au cœur de tout ça. Et on l'a intégré comme une logique avec des pratiques agiles. Donc on est plus sur la recherche de pratiques fortes que d'un framework spécifique. Donc notre modèle, il est agnostique de tous les frameworks agiles, mais vous y retrouverez des principes fondamentaux qui sont liés à l'organisation en équipe type Scrum, en itération, proximité du client, démo, rétrospective, PI, c'est-à-dire planification à 3 mois, etc., etc. Donc c'est un modèle qui est construit, on l'appelle on le dit avec les clients, pour les clients. Le client est absolument au centre de ce qu'on fait. On part de la stratégie, on le décline à travers notre portefeuille et à travers nos épiques. Donc on a évolué vraiment de gestion de projet vers gestion de produit. Quand je dis on a évolué, on est en cours d'évolution parce que ce n'est pas fini le travail, mais la logique, elle est vraiment là et elle est très très forte. De remplacer des projets par des épiques, c'est vraiment quelque chose de fort. Je passe sur voilà, le fait que c'est customisable, ça s'adapte à la taille, à la typologie des offres. Et donc, on est sur quelque chose qui est vraiment holistique et qui doit nous permettre, pour les années à venir, de développer de concert
j'allais dire avec toutes les problématiques qu'on peut avoir suivant la typologie et les contextes, avec des bases communes que tous les ingénieurs et non-ingénieurs peuvent appliquer. Un petit exemple, ce que vous voyez en bas, là, c'est ce qui s'appelle un Master Pact, ou la nouvelle génération s'appelle MTZ, c'est un disjoncteur basse tension de puissance. Vous voyez le type d'intervention, un électricien avec des gants, un casque, etc., parce que ça peut être très dangereux, hein, ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un déclenchement, par exemple, au moment où on intervient, il peut se passer des choses. Donc, évidemment, là, on voit un contexte très mécanique, électromécanique. Depuis quelques années, on a intégré des fonctions digitales très importantes qui permettent à cet électricien d'avoir un nouvel outil qui est le smartphone. Donc avant, il avait des tournevis, il avait des compteurs, des choses comme ça. Maintenant, il a un smartphone. Avec ce smartphone, il peut contrôler son produit, il peut le faire déclencher, il peut le faire réarmer, il peut changer les settings, il peut télécharger des applicatifs. Et donc, ça lui offre des possibilités extrêmement importantes, mais ça veut dire aussi un nouveau contexte dans lequel le digital, le software, le firmware devient prégnant dans le produit. Donc ça veut dire qu'il faut des capacités de calcul, des capacités de stockage, des capacités de communication bien supérieures à ce qu'on avait autrefois, ce qui sous-entend un impact fort sur les équipes de hardware, sur l'électronique et même parfois au-delà. Puisqu'on touche l'électronique, des fois on va toucher aussi la mécanique. Donc ça c'est vraiment important à comprendre parce que on va dire cette fusion et on va vers le software defined d'une certaine façon avec nos produits, et bien c'est vraiment un des éléments clés pour comprendre notre modèle et la façon dont on travaille aujourd'hui et demain. Là, voici quelques challenges en fait, auxquels on fait face, spécifiquement encore une fois sur le hardware. Donc, la supply chain, il y a beaucoup d'acteurs dans le hardware. Il y a un nombre de technologies énormes. Les modifications sont très coûteuses. Donc ça ne se manipule pas n'importe comment. Il faut comprendre ce contexte-là, tous ces acteurs en fait, pour pouvoir, j'allais dire, tirer parti du lean manufacturing, qui sous certains aspects, qui regroupe des pratiques agiles très importantes, comme par exemple les SIM que vous connaissez, la gestion de backlog, le Kanban, etc. Tout ça, le lean était là bien avant l'agilité, hein. Donc on a des choses en commun et si on fait les ponts, on peut être extrêmement performant et convaincant. Et ça m'amène à la deuxième caractéristique qui est la culture et les modèles. C'est-à-dire que c'est une culture, le hardware, qui n'est pas la même que celle du software. Donc pour se comprendre, bah, il faut être curieux, il faut être ouvert des deux côtés pour arriver à éviter de calquer, plaquer des modèles tout faits qui ne vont jamais fonctionner et qui vont plutôt braquer les gens. L'agilité, franchement, quand on vient du hardware, c'est un jargon qui peut être totalement repoussant, hein. On a inventé beaucoup de mots qui ont leur sens, hein, mais il faut faire attention quand on amène ça aux équipes hard. Donc, voilà, tenant compte de tous ces challenges, qu'est-ce qu'on a fait ? Et on est encore en train de faire beaucoup, j'allais dire, dans ce déploiement, dans cette transformation agile qui est massive, hein, chez Schneider Electric. Là, je ne suis pas en train de vous parler de quelques endroits à droite à gauche, mais de toute la société. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, profond ce qu'on a mis en œuvre. Donc, quelques points clés. Ceux qui, dans la salle, sont à pied d'œuvre, bah, peut-être que vous allez trouver des idées et j'en serai très heureux. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a la chance d'avoir dans la salle des gens qui nous ont accompagnés de Zenica, de Heiberg, Cocan, Thales. Donc on est très heureux aussi que nos partenaires nous soutiennent et nous amènent de la valeur dans cette transformation qu'on n'arriverait pas à faire tout seul, hein, très clairement. Alors, tu me diras sur le temps, Paul-Henri, si je suis bien. Encore 10 minutes. La première chose, sans hésiter, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Les outils, les process, vous connaissez hein, la représentation à plusieurs cercles qui est assez classique. Tout ça, c'est bien, mais le mindset, c'est sans doute ce qui va faire la différence et ce qui va faire que même si on a les bons outils, la bonne organisation, ben, derrière, finalement, le cœur de la transformation qui est humaine, eh bien, va pouvoir se réaliser et on va pouvoir prendre des risques, assumer les succès comme les échecs, parce qu'il y en a forcément. Le lean hybride, j'ai parlé de lean manufacturing, c'est intéressant
de partir du lean pour le hardware, pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire, encore une fois, et comment on peut adapter au contexte plutôt que d'essayer de calquer les choses. Une architecture modulaire, c'est comme sur le software. Si vous faites quelque chose de monolithique, ça va être très compliqué pour que les équipes puissent travailler de façon indépendante et puis avec le bon niveau d'autonomie et d'alignement. Donc pareil, on travaille de façon modulaire, on découpe et ça permet une bien meilleure efficacité des équipes. Shift left, c'est comme dans le software. Plus on travaille en amont, plus on intègre les tests, la simulation, les prototypes, et plus on a de chance de voir en amont toutes les difficultés auxquelles on va faire face, de réagir, d'ajuster, de pivoter, etc. Et puis surtout de démontrer aux clients ou aux différents stakeholders. Développer en cadence, évidemment, tout ça, ce modèle itératif qui est un des grands apports de l'agilité, avec tout ce que ça implique derrière, en termes de synchronisation, de démos, de rituels, de rétro, etc. C'est vraiment fondamental, de visibilité, de mesure. Les outils collaboratifs, ce n'est pas forcément ce qu'on va trouver facilement dans le hardware. Qui ont peut-être moins cette propension à utiliser ces outils, sauf que ça leur est extrêmement bénéfique. Donc l'introduction d'outils, Jira par exemple, pas l'outil le plus simple à introduire dans certaines équipes, mais pourtant c'est très puissant quand c'est bien réalisé. Jama, Yobeya, tous les outils en A, vous les connaissez. L'industrialisation progressive, on investit peu au début et de plus en plus, parce qu'encore une fois, c'est très coûteux, les modifications sont très coûteuses. Et puis, la logique d'expérimentation, ça veut dire qu'on apprend et on ajuste en permanence. Alors, quelques exemples, et je crois que c'est mon dernier slide. Non, c'est l'avant-dernier. Très rapidement, illustré par les 4... zut, je ne trouve plus le nom. Agile Manifesto, voilà, les 4 valeurs du manifeste Agile. Exemple très concret, le premier, des équipes qui, j'allais dire, travaillent dans la soute, c'est-à-dire qu'elles travaillent sur la modification de nos produits. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fun, brillant, digital, ce dont on parle depuis 10 ans. N'empêche que s'ils ne sont pas là, ça ne marche plus. Et ben, ces gens-là, à un moment, ils perdent peut-être la motivation, ils sont inondés de demandes qui arrivent dans tous les sens, ils ont du mal à prioriser. Et là, une démarche agile leur a été extrêmement profitable. Elle les a remis dans une dynamique justement de collectif, d'itération, de petites victoires, sprint après sprint, PI après PI. Donc là, on est vraiment dans le cœur des interactions avant les process. Le deuxième exemple, il est vraiment intéressant, c'est un produit très innovant. Donc vous voyez, hein, on est sur du hardware, hein, ça c'est des cellules comme ça fait 3 mètres de haut et ça pèse plusieurs tonnes. Donc hein, c'est du hardware sonnant et trébuchant. Ce nouveau concept, en fait, eh bien, il était validé par nos clients finaux, par nos ingénieurs, par nos marketeurs, sauf qu'à un moment, dans la chaîne de valeur, eh bien, il y a un acteur chez qui ça ne passait pas. Et ça, grâce au fait qu'on a été très tôt voir sur toute la chaîne de valeur les personnes impliquées, on a pu le détecter et on a évité un gros échec. Je vais accélérer parce qu'on n'a pas assez de temps. Le troisième exemple, eh ben, c'est de la conception avec les clients de bout en bout. À chaque fois qu'on a évolué sur un produit aussi très innovant, on est allé les voir et on a fait évoluer le produit en fonction de ce qu'ils voulaient et pas forcément de ce que nous, on avait priorisé. Et le quatrième, il est vraiment intéressant parce que c'est des boutons poussoirs, c'est tout simple. On est leader sur ce marché, on a 30% de part de marché mondial. Et cette conception, elle est modulaire depuis 30 ans. Il y a 30 ans, les gens faisaient de l'agilité sans le savoir. Et donc ça, c'est aussi intéressant quand vous dites aux gens, en fait, vous faites de l'agilité, vous êtes déjà très fort et on va aller plus loin. C'est beaucoup plus facile que si j'arrive... Maintenant, je vais vous dire comment vous allez bosser, que vous allez faire safe. Bon, voilà. Et pour terminer, un petit mot rapide sur l'intelligence artificielle. Vous avez eu des choses très intéressantes ce matin, présentées par Orange, j'en avais peut-être d'autres. En 2 mots, ou en 3 mots, on expérimente aujourd'hui. Donc je ne suis pas là pour vous dire ce qui marche parfaitement, mais plutôt pour partager nos axes de recherche, d'expérimentation. Le premier, c'est l'efficacité qu'on va aller chercher à travers l'IA générative notamment. On a notre modèle ChatGPT interne qui nous permet de gagner énormément de temps, d'être efficace sur
évidemment le travail des product owners, des scrum masters pour la génération de leur story, mais aussi pour tous les problèmes du quotidien qui nous permettent, on va dire, sur les tâches répétitives, tests, écriture de script, voilà, de gagner du temps. Le deuxième, là on est encore une fois en phase très en amont, on a un savoir-faire et beaucoup de données sur nos projets, nos produits, combien ils ont coûté, combien de temps on a mis à les développer, les problèmes qu'on a eus. Et avec ça, on se dit qu'on doit pouvoir trouver des modèles prédictifs pour mieux préparer nos prochaines innovations. Et enfin, on expérimente aussi des modèles d'assistants conversationnels pour du coaching. Donc du coaching comme beaucoup d'entre vous le font vraisemblablement, mais avec de l'intelligence artificielle, c'est très prometteur, c'est très très intéressant. Je vais conclure avec 2-3 éléments, parce qu'il reste plus de 2-3 minutes, on va laisser un peu de temps aussi aux questions, comme on l'avait dit. Alors ceux qui sont coachs dans la salle, hein, le dernier élément a dû vous faire peur un peu, vous allez vous faire remplacer par de l'IA en termes de coaching. Non, c'est pas ça. Il y a une bonne complémentarité, je pense, et au contraire, ça va encore plus valoriser le travail de coach. Donc, toute transformation ne fonctionne évidemment que si on embarque l'ensemble des personnes. Donc, nous, on a un motto chez nous qui est Great people make a great company. Sans les personnes, ça ne va pas marcher, que ce soit de l'agile ou autre chose. Donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on travaille sur l'individu et le collectif pour faire évoluer les comportements. Et ça, évidemment, c'est la partie la plus compliquée de l'histoire. Hein. Si c'est uniquement installer des produits et des méthodes, ça, on sait faire. Je pense partout à peu près. Il faut un peu de temps, mais on sait faire. Lorsqu'il faut changer la mindset des gens, ça prend, et surtout à certains niveaux, niveau leadership, ça prend encore un peu plus de temps. Donc, comment est-ce qu'on accompagne tous ces éléments-là? Chez Schneider, on a récemment, d'ailleurs, il existait depuis longtemps un set de valeurs comme dans toutes les entreprises et de culture. Et avant, c'est intéressant parce qu'il y avait un côté leadership et un côté employé, un peu tout. Maintenant, on a tout regroupé sous l'acronyme d'impact. Bon, je ne vais pas lire tous un par un parce que c'est un peu long là, mais l'idée, c'est qu'on peut voir quand même qu'au travers de ces valeurs d'entreprise d'impact, on peut retrouver un certain nombre de comportements attendus à la fois des leaders et des employés qui résonnent d'un point de vue agile, je pense. Hein, on peut retrouver les éléments là. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut aligner progressivement l'ensemble la vision un petit peu de ce qu'on doit être demain en termes d'entreprise, en termes de valeurs, en termes de comportement, et comment est-ce qu'on le fait en sorte qu'on va évaluer. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la performance, l'évaluation de la performance. On est en train de faire évoluer le modèle de performance chez Schneider. On travaille plus sur la performance d'équipe, par exemple, plus que performance individuelle, en limitant les différentes strates de performance pour qu'on n'ait que des performances, des indicateurs qui sont communs. Donc réellement, je pense que là, il y a un gros travail à faire qui passe par une vision commune des valeurs et des compétences à développer. Hein. On ne peut pas s'affranchir de cette partie-là. Il ne faut pas la sous-estimer parce qu'on pense que, même si les gens disent qu'ils sont agiles, par expérience, vous savez ce que ça veut dire, chacun a sa propre définition d'agile. Je crois que j'ai plus qu'un slide après derrière. Vas-y, encore un petit peu. Voilà, oui, donc, c'est pour boucler par rapport à ce que... Vous vous rappelez les ponts au début, il y avait les ponts. Là, j'ai mis un train. Parce qu'on a fait aussi des trains, hein, forcément. Donc la métallurgie était un élément très important au début du siècle. On a même fait des tanks et des canons, mais bon, ça on le dit un peu moins, mais c'est vrai. Voilà, donc on a développé une expertise au XIXe siècle sur le sujet. XXe siècle, naturellement, dans l'entre-deux-guerres, on a basculé, naturellement, vers la partie électrique, électromécanique, de façon très forte, notamment avec la société Empin, je crois qu'on avait repris dans les années 1960. Et puis, vous voyez que l'évolution se fait vers le digital. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est autant d'adaptations, de révolutions qui sont à faire. La grosse différence, on ne l'a pas mis là, c'est le fait de l'accélération. Évidemment, là, c'est en l'espace de 10 ans, là, c'était 50 ans, et là, c'était 100 ans, normalement. Donc il y a une échelle d'accélération qui fait que ce n'est pas évident de s'adapter en permanence, mais il y a cette capacité à se réinventer. Donc on a, je pense, réussi en tant qu'entreprise, et on reste leader parce que aussi, je pense que dans nos racines, on a ces éléments-là. Slide de conclusion. 5 minutes, on avait dit, on ne reste pas 2 minutes. Je vous laisse lire un peu les 4 minutes, c'est exceptionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, la partie transformation agile?
quelques éléments là, quelques highlights déjà par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est évidemment, c'est pas une chose qu'on décide hier et aujourd'hui on est agile. C'est un parcours qui demande du temps. C'est vraiment du continuous improvement en permanence. On doit favoriser l'état d'esprit, l'innovation, le test and learn, hein, tous ces éléments-là qui font que... Il n'y a pas une seule voie. Nous, on a au début essayé de dire on va prendre ce modèle-là. Non, on a développé notre modèle, on s'est l'approprié. Maintenant, on le formalise pour aider. Voilà, il évolue, il continuera d'évoluer. Par essence, c'est un modèle évolutif. C'est aussi quelque chose qui est stratégique, non pas uniquement pour nous, mais pour notre réseau de partenariat, nos clients. Donc on se doit d'intégrer cette approche-là dans l'écosystème total. La partie liée au mindset, j'en ai déjà parlé, on a parlé avec le BANI. Voilà, le changement culturel, ça je pense que ça va prendre encore un peu de temps hein, entre nous, mais ça vient, et ça vient avec les nouveaux leaders aussi qui adoptent des comportements un peu différents, notamment des choses très simples, la culture du feedback, par exemple, le fait d'accepter d'avoir un retour de la part des équipes, de valoriser un peu ces équipes, de donner plus d'autonomie à ces équipes. Avec la contrepartie, enfin, Agile a fait beaucoup de mal sur le fait que l'Agile, c'était un petit peu, on laisse tout faire, chacun fait un peu comme il le sent, voilà, on donne le pouvoir à chacun. Ce qui est important, c'est l'autonomie dans un cadre. Donc, et le cadre, souvent, est la discipline. Et souvent, on oublie que l'Agile va avec discipline. Voilà, donc ça c'est un petit message personnel, mais ce que je ressens tous les jours et sur lequel on perd même les basiques quelque part de la gestion de projet. Le modèle, et puis voilà, la partie autonomie et l'alignement, donc ça c'est un petit peu lié à le cadre que je viens de définir à l'instant. Voilà, donc je pense que c'est terminé.